Bonjour à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 31 décembre, le 2017 est à nos portes. Dans quelques heures nous changeons d'année, et qui dit changement d'année dit nouvelle résolution. Et j'avais envie donc de vous faire une vidéo, je vous en avais parlé depuis quelques temps, j'avais envie de la faire, mais ça prenait un peu de temps. J'avais envie de faire une vidéo sur les résolutions 2017, c'est-à-dire ce que j'aimerais voir venir à la WWE, vraiment au sens large. Donc ça va être en plusieurs parties. Ça va vraiment porter sur ce que j'ai envie de voir, sur ce que je n'ai plus envie de voir, ce qui n'a pas marché et ce qui a marché en 2016 et qu'il faudrait sur les points sur lesquels il faudrait persévérer, les points améliorés, etc. Voilà, j'ai envie de faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira et j'essaierai d'être le plus précis possible et d'argumenter bien sûr mes propos. Cette vidéo se fera en 3 grandes parties. Je l'ai décomposée en faisant en décomposant finalement tout ce que la WWE comporte, c'est-à-dire d'abord une partie sur la NXT, ensuite une partie sur la Cruiserweight Division, donc et 205 Live en particulier, et enfin je terminerai par le gros morceau, c'est-à-dire le main roster, donc aussi bien SmackDown Live que Monday Night Raw. Voilà, j'espère que ça vous plaira et je commence tout de suite avec la première partie NXT. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour NXT, donc on va parler de NXT en 2017 et de ce que je souhaiterais voir. On va le faire en plusieurs points. Alors tout d'abord, je souhaiterais vraiment que le roster féminin soit renforcé. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir, depuis plusieurs mois, c'est un peu le désert du côté féminin. Asuka, qui est championne depuis maintenant plusieurs mois, paraît vraiment bien seule dans ce désert, on n'aurait a priori que Ember Moon comme potentielle challengeuse numéro 1 et potentielle future championne. Ça paraît vraiment bien maigre quand on se souvient qu'il n'y a pas si longtemps on avait quand même l'âge d'or des Four Horsewomen, où on avait quand même un tout autre niveau et une toute autre émulation. Là ça paraît vraiment le jour et la nuit en comparaison. En ce qui concerne l'année aussi 2017 pardon, je suis défavorable à ce que Asuka soit promue dans le main roster en 2017. Je préférais attendre 2018 parce que ce n'est pas encore le moment et quand on voit les autres filles, elles sont encore trop green à mon goût pardon. Quand on voit Billie Kay, Peyton Royce, Liv Morgan, Deonna Purrazzo, Daria Berenato, Santi Garrett, etc. Il y en a beaucoup trop. Toutes ces filles-là sont beaucoup trop green. Elles sont pas encore prêtes pour aller chercher la ceinture d'Asuka. Et il n'y a guère que, comme je disais, il n'y a guère qu'Ember Moon qui pourrait éventuellement faire quelque chose. Mais même si Ember Moon arrivait à prendre le titre à Asuka, je pense que Asuka devrait avoir un rematch. Et ce serait pas terminé, donc faudrait pas non plus qu'Asuka s'en aille dès qu'elle perdra son titre. Alors il y a aussi Nikki Cross qu'il faut pas oublier, qui va probablement affronter Asuka prochainement, notamment à TakeOver San Antonio. Mais bon, Nikki Cross, voilà quoi, je pense que ce sera encore un adversaire de transition en attendant Ember Moon quoi. Pour l'instant je vois que Ember Moon pour inquiéter Asuka et personne d'autre, en attendant en tout cas des futurs recrues, puisqu'on parle déjà de recrues venues du Japon qui seraient déjà arrivées, mais voilà, il faut le temps de les installer, qu'elles s'entraînent, qu'on leur trouve des gimmicks, des noms, une personnalité, et surtout qu'on arrive à les booker correctement. Voilà, ça fait quand même beaucoup de choses. Et puis il y a la langue, il y a la barrière de la langue, on sait qu'avec les japonais c'est très compliqué, Asuka ne parle pour ainsi dire pas anglais, ou elle baragouine 2-3 mots, donc c'est quand même compliqué. Voilà, donc il va falloir renforcer ce roster féminin, mais j'ai quand même un petit espoir au vu du tournoi féminin qui est prévu aussi bientôt. Je vais en parler un peu plus tard dans ma vidéo. Deuxième point pour la NXT, continuer
à faire venir des lutteurs indie et aussi peut-être aussi des lutteurs de la TNA. On a vu que beaucoup de lutteurs étaient arrivés en 2016. On a vu notamment Roderick Strong, on a vu Chris Hero et Tommy End là tout dernièrement. Et je pense qu'il faut continuer sur cette voie-là parce que ça renforce bien sûr le roster masculin et ça permet aussi de faire grandir les plus green, on va dire, du roster, comme on a pu voir avec Noé Rosé, Ty Dillinger, même si maintenant il est beaucoup plus expérimenté maintenant. Enfin, en tout cas, toutes ces nouvelles recrues vraiment fabriquées, on va dire, par la WWE et qui ont besoin de se faire la main face à de gros lutteurs là très expérimentés, des grands noms, et on a pu voir donc aussi des noms de la TNA arriver comme Bobby Roode, Austin Harris et Eric Young. Donc ça c'est bien d'avoir tous ces ajouts et il faut continuer en ce sens, mais je fais confiance à la WWE pour faire venir d'autres noms de ce genre et j'attends en tout cas de voir ce que vont donner notamment Chris Hero et Tommy End qui sont des grands habitués de la scène indie. Ils se sont beaucoup affrontés, j'attends de voir lorsqu'ils vont arriver. Troisième point, ce sont surtout des sorties, on va dire, des gens de la NXT que j'aimerais voir promus dans le main roster. Pour moi, il n'y a pas beaucoup, je n'ai que 3 noms à ressortir. Il y a Samoa Joe d'abord, puisqu'il en a fini maintenant avec sa feud avec Nakamura. Il n'a plus le titre. Je ne vois plus maintenant d'avenir pour Samoa Joe, et comme par hasard il perd son titre en décembre alors que voilà on arrive au Royal Rumble dans moins d'un mois maintenant. Donc je pense que le moment est idéal pour Samoa Joe pour faire son entrée dans le main roster directement dans le Royal Rumble. Je pense que c'est quelque chose qui est assez attendu par pas mal de monde. Ça paraît très logique et ça aurait surtout un gros impact après l'entrée vraiment renversante de AJ Styles au Rumble il y a bientôt un an de cela. Donc je pense que ça pourrait avoir un peu le même effet. Deuxième ajout, je ne vais pas vous surprendre, c'est mon chouchou Ty Dillinger, parce que il le mérite amplement. Il aurait pu déjà faire partie de cette draft en l'été dernier, lorsqu'il y a eu la première draft. Et là, je pense vraiment que c'est son moment. Il le mérite amplement. Il a affronté une collection vraiment impressionnante de grands lutteurs depuis qu'il est là. Ça fait quand même un bon moment maintenant qu'il est à la NXT. Il a affronté vraiment les plus grands et il a vraiment une grande expérience. Il a fait aussi plusieurs takeovers. Donc et puis sur le ring, il est propre. Il botche très peu. Et voilà, il a une gimmick maintenant qui plaît, il est vraiment over auprès du public. Pour moi, il a le total package et je pense que c'est vraiment son moment. Il faut absolument qu'il soit promu dans le main roster. Pas nécessairement au Royal Rumble, mais que ça arrive, on va dire, en début d'année 2017. Ça serait vraiment vachement bien pour lui, je serais vraiment très content pour lui. Après, bien sûr, quand je parle de Joe et Dillinger, il faudrait bien sûr qu'ils soient mieux bookés que leurs prédécesseurs, puisque lorsqu'on voit des Tyler Breeze, des Apollo Crews et au niveau équipe The Ascension et les Vaudevillains, voilà, on voit qu'il y a eu une très mauvaise utilisation de ces recrues venues de la NXT, et bien sûr j'espère que pour Joe comme pour Dillinger, s'ils sont promus tous les deux, qu'ils ne soient pas bookés de façon aussi merdique que ceux que j'ai cités, quoi. Parce que ce serait vraiment un gros gâchis et c'est juste un peu ça qui me fait peur. Et troisième addition que j'aimerais voir dans le main roster, cette fois-ci du côté par équipe, j'aimerais bien voir les Revival monter. Ils nous ont vraiment régalé, notamment à TakeOver, dans leur match là, notamment face à DIY, dans leur rivalité face à DIY. Ils ont vraiment montré qu'ils étaient une super équipe,
old school, pas avec des prix spectaculaires, mais vraiment voilà, une équipe dure, une équipe aussi assez filoute, hein, qui était capable de faire des petits coups dans le dos, des petits coups comme ça en traître, et voilà, ça ferait vraiment une belle équipe que j'aimerais voir évoluer dans le main roster, notamment du côté de SmackDown, où je pense qu'au niveau heel, où il y a un peu plus de manque, je dirais, à part la Wyatt Family, qui pour l'instant on ne sait pas encore vraiment son avenir, et les Usos, voilà, c'est un peu limité au niveau heel, donc je pense que ça serait pas mal de les mettre à SmackDown prochainement, en tout cas, donc les Revival. Je parlerai de Tye Dillinger un petit peu plus tard en ce qui concerne le main roster, hein, puisque notamment sur son booking et la façon dont il pourrait rentrer à la WWE, en tout cas dans le main roster. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui était souvent évoqué par rapport à son entrée, j'en parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Je continue avec un quatrième point, ce serait d'arrêter d'insister avec Elias Samson, parce que on en a marre, le public le hait. Voilà, à chaque fois qu'il revient, même voilà, il est revenu de blessure récemment, c'était pire même, il était très très hué, il suscite vraiment des réactions, et c'est toujours mieux qu'aucune réaction, vous me direz, mais en plus voilà, in-ring c'est vraiment loin d'être fameux, sa gimmick elle est vraiment pas terrible du tout. C'est un peu l'anti-Dillinger, j'ai envie de dire. On voit la différence entre un repackaging réussi et un repackaging raté. Là, en ce qui concerne Elias Samson, c'est clairement un repackaging raté, et je comprends pas pourquoi ils insistent avec lui, et j'espère qu'on ne le reverra plus, quoi. Ou même repackagé, je vois pas trop ce qu'il peut apporter, puisque in-ring de toute façon il n'y a pas grand chose, quoi. Donc voilà mon mini coup de gueule concernant Elias Samson. En cinquième position, en tout cas un cinquième point, ce serait bien sûr de continuer le Dusty Rhodes Tag Team Classic, et pour moi il faut que ça devienne vraiment un rendez-vous annuel, parce que c'est toujours spectaculaire, ça révèle en plus certaines équipes, comme voilà, on a eu là les Authors of Pain, TM61, on l'a vu aussi l'année passée, donc avec la victoire de Samoa Joe et de Finn Balor. Ça peut donc justement lancer certaines feuds, notamment donc Joe Byler qui avait gagné et qui ensuite avait feudé avec le heel turn de Samoa Joe. Ça peut aussi donc lancer une autre rivalité, comme on a pu voir avec dernièrement avec Tye Dillinger et Bobby Roode. Donc voilà, ça permet pas mal de choses, révélation d'équipe et lancement de certaines feuds. Donc je trouve ça très intéressant. Et puis voilà, les matchs sont de qualité globalement, et ça permet voilà ensuite d'avoir un match de bonne qualité à TakeOver, et ça nous permet au moins de nous réconforter en quelque sorte des pay-per-view très moyens du main roster, lorsqu'on a des takeovers de qualité, et notamment avec le Dusty Rhodes Tag Team Classic en finale, même si j'ai trouvé que la finale de cette année était moyennasse, on va dire, avec TM61 et les Others of Pain, en dehors d'un spot voilà, qu'avait ce saut d'un des deux, TM61, à l'extérieur du ring. Le reste était plutôt oubliable, voilà, avec ce Shark Cage match qu'on va d'ailleurs retrouver bientôt au Royal Rumble entre Owens et Jericho. Voilà, c'était pas un super match. Faut voir ce que vont devenir d'ailleurs les Houses of Pain, comme j'en ai parlé récemment, mais voilà, comme ils avaient botché lors d'un match face à deux jobbers, est-ce que j'ai l'impression qu'ils ont été épargnés pour l'instant, mais faudrait, je pense, pas qu'ils reproduisent ce genre d'accident, sinon ça risque de mal finir pour eux, et notamment de finir avec un gros dépush de leur part. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on se dirige vers là. Ils sont plutôt amenés à se diriger vers un match de championnat face à DIY ou au Revival justement, mais a priori ça sera plutôt les DIY, ce qui permettrait d'avoir un
face contre heel, ce serait du classique. 6e point, ce serait de donner un peu plus de relief à Hideo Itami, parce que Hideo Itami, il a été blessé, il est revenu peu de temps et il s'est donc reblessé derrière. Donc faut revoir maintenant ce que ça va donner à son retour, parce que maintenant il va bientôt être de retour. C'est un très bon lutteur, c'est pas le problème, mais je trouve qu'il manque de charisme, il lui manque quelque chose. Le public en plus, même quand il était revenu la dernière fois, Itami, quand il était revenu de blessure, j'ai pas l'impression que le public soit vraiment très réceptif. Je pense que ce manque de charisme y est pour beaucoup. Et puis voilà, pareil, hein, comme beaucoup de japonais, il a beaucoup de mal avec la langue. Ça peut jouer aussi. Et je pense aussi qu'il faut qu'on lui laisse du temps, qu'il puisse au moins faire une année entière à la NXT sans se blesser, ce serait déjà pas mal. Et puis qu'on lui donne de bonnes feuds aussi, de bonnes rivalités, avant de penser déjà au main roster ou à quoi que ce soit, hein, parce que mine de rien il avait quand même participé, c'était le premier participant de la NXT à participer à une Andre the Giant Battle Royal à WrestleMania, donc c'était en 2015, mais bon, ça n'a pas pour autant permis à Itami de monter dans le main roster, hein. C'était surtout un symbole, on va dire, de faire venir quelqu'un de la NXT dans un tel événement. Mais voilà, il a été vraiment beaucoup stoppé par les blessures, et voilà, maintenant il faudrait vraiment que sa santé soit beaucoup plus solide et qu'on puisse voir au moins sur la durée ce qu'il pourrait donner. Quoi faire de son booking? Est-ce qu'il faudrait pas faire un heel turn comme un peu Andrade Cien Almas récemment? Est-ce qu'on le remet en feud avec Austin Harris, hein, puisque avant sa blessure il était en feud avec Austin Harris, hein, il y avait même un match qui était probablement scellé entre les deux, mais du coup il s'est blessé, il devait participer même au Dusty Rhodes Tag Team Classic c'était avec Ibushi, mais il s'est fait, donc vu qu'il s'est blessé, il a été remplacé par TJ Perkins. Puis on a vu ensuite que TJ Perkins et Ibushi se sont fait éliminer par Sanity. Mais voilà, donc du coup Austin Harris aussi, il a dû faire équipe avec Roderick Strong dans le tournoi. Donc ils ont dû changer les plans à cause de ça. Donc est-ce qu'il faut le remettre en selle dans une feud avec Austin Harris, ou donc tout dépendra aussi de Dustin Harris, hein. Est-ce qu'il va rester aussi dans la Cruiserweight Division une fois qu'il sera revenu de blessure, ou est-ce qu'il va revenir à la NXT? Ça aussi c'est l'une des interrogations qu'on pourrait avoir. Et autre solution possible pour Itami, lui adjoindre peut-être un partenaire japonais ou autre, et peut-être lui faire une carrière en tag team. Peut-être que justement avec ce manque de charisme et ses difficultés de la langue, peut-être que lui adjoindre un autre partenaire un peu plus à l'aise avec la langue, donc peut-être pas forcément un japonais mais un américain ou autre, ça pourrait être peut-être la bonne idée. Donc voilà, c'est beaucoup de choses au sujet d'Itami. Et enfin, je terminerai avec ce dernier point pour la NXT. Ce serait, voilà, c'est ce qu'on a pu voir notamment avec Samoa Joe et Shinsuke Nakamura, ce serait d'éviter les feuds vraiment très longues, interminables, et qui finissent par saouler tout le monde. On l'a vu donc avec Joe et Nakamura, avec un échange de ceinture en veux-tu en voilà, qui faisait le yo-yo, hein, comme je vous l'ai dit souvent, moi les ceintures qui font le yo-yo permanent, c'est pas ma tasse de thé. Ça nuit un peu au booking, et ça m'ennuie un peu. On l'a eu aussi d'ailleurs avec Sacha et Charlotte en 2016. Et c'est quelque chose qui me saoule au bout d'un moment, quoi. En plus, voilà, c'est pas de chance, mais je trouvais, comme je vous l'ai déjà dit dans ma dernière review de NXT, la feud Joe Nakamura, voilà, moi j'étais pas très fan, bien que les deux soient en soi de très bons lutteurs, y a rien à dire là-dessus. Après, j'ai pas trouvé qu'il y avait une énorme alchimie entre les deux. Les matchs étaient pas mal, mais globalement je les ai trouvés assez ennuyeux.
Moi je me suis en tout cas ennuyé à pratiquement tous leurs matchs, dont le dernier en date, contre à Osaka. Voilà, j'étais vraiment content que la feud se termine, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner maintenant avec un autre rival, à savoir Bobby Roode, donc pour Nakamura. Mais voilà, j'espère qu'on va maintenant arrêter avec ces feuds qui durent 3-4 mois, avec des matchs à répétition, des répétés à takeover, et ensuite au takeover suivant, le rematch, l'autre qui perd sa ceinture, et allez hop, un nouveau rematch dans un autre takeover. Enfin, faut arrêter, et j'espère qu'on aura un minimum de booking de ce genre pour 2017 à la NXT. Donc voilà, j'en ai fini pour la NXT, et on va passer maintenant à la deuxième partie, les Cruiserweight. A tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie consacrée maintenant au Cruiserweight et à 205 Live, le show spécial Cruiserweight qui a été lancé cette année, donc ça a été l'un des événements de 2016. Donc je vais vous exposer plusieurs points de ce que j'aimerais voir ou ne plus voir en 2017 au sujet des Cruiserweight. Mes deux premières remarques sont assez liées, puisque elles sont relatives au manque d'intérêt assez manifeste que de la part du public depuis que la division Cruiserweight existe. Malheureusement, ça a eu du mal à attirer les foules, et peut-être que justement l'exposition dont il bénéficie, en tout cas, ou ne bénéficie pas à Raw, explique aussi en grande partie ce manque d'intérêt. Déjà, il faudrait, je pense, continuer d'alimenter le roster Cruiserweight, qui me semble encore un peu léger, avec notamment l'ajout de plusieurs lutteurs qu'on aurait déjà vu dans les Cruiserweight classiques, dans le tournoi qui avait eu lieu l'année dernière, enfin en tout cas en milieu d'année, à cet été, il y avait quand même pas mal de lutteurs qui avaient laissé une bonne impression et qui pourraient s'ajouter, je pense, en dehors de Tajiri, Grand Metalik et Akira Tozawa, qui eux normalement sont prévus pour revenir, pour s'ajouter au roster. Ils sont annoncés depuis un certain temps, maintenant j'attends qu'ils arrivent, mais il y en avait d'autres qui ont quand même fait une bonne impression. Je pense à Eichner, à Damak, à Sean Maluta, à Raul Mendoza ou à Tyson Ducks. Il y en avait quand même pas mal qui pouvaient être intéressants, et je ne parle pas notamment de Kota Ibushi, qui, je sais, lui préfère continuer à travailler au Japon, et donc ça n'intéresse pas trop de faire le yo-yo entre les États-Unis et le Japon. Il y a Zack Sabre Jr. Aussi, mais après je trouve que il a un style tellement particulier, un peu old school, que je suis pas sûr que son style puisse bien se fondre dans le moule WWE. Donc même si il a une énorme notoriété, réputation et tout ce que vous voudrez, et tout le talent qu'il pourrait avoir, je pense pas que ce soit une bonne idée d'ajouter Zack Sabre Jr. Puis voilà, tout à l'heure je parlerai des Anglais, il y en aura d'autres a priori qui vont arriver. Austin Harris, j'en ai parlé aussi tout à l'heure pour la NXT. Est-ce que Austin Harris va s'ajouter aussi à ce roster? Je pense que ce serait pas mal aussi de le faire, à mon avis, puisque voilà, il était en feud avec Hideo Itami, donc là Itami est blessé. Bon, je pense que là maintenant, je sais pas s'ils vont reprendre cette feud qui commence maintenant à dater, puisque voilà, avec toutes ces blessures, en plus les deux sont blessés actuellement, donc est-ce que ça vaut le coup? Je n'en suis pas sûr, et en plus lorsqu'on voit les matchs des Cruiserweight actuellement, si vous entendez bien le public, vous pouvez vous rendre compte que Austin Harris, son nom est scandé régulièrement. Il est vraiment déjà over, alors qu'il n'a même pas fait le moindre match, et ça pourrait être intéressant de le voir s'ajouter au Cruiserweight, et comme on a pu voir avec Brian Kendrick et Neville, c'est bien, je pense, d'avoir quelques grands noms qui peuvent s'ajouter en dehors, en plus des noms dont j'ai parlé tout à l'heure, des Cruiserweight qu'on a pu voir dans le tournoi cette année, mais d'avoir
vraiment des additions de poids comme Neville, comme Kendrick et peut-être donc Austin Harris, parce que je pense qu'aussi le manque de notoriété est aussi l'une des raisons pour lesquelles il y a un manque d'intérêt de la part du public, et donc mettre des gens comme eux, ça rassure, je pense, d'une certaine façon, et ce serait, je pense, une bonne idée, et ce serait l'un de mes souhaits pour 2017 d'ajouter Austin Harris à la division Cruiserweight. Deuxième point, justement j'en parlais au début, c'est leur booking et la façon en tout cas dont Raw expose ou expose mal en tout cas les Cruiserweight, puisque leur exposition est réduite à peau de chagrin, et en faire une mini fédération. Moi, mon idée en tout cas, qui serait pas mal, ce serait d'en faire une mini fédération à part entière, au même titre que NXT, avec des pay-per-view spécifiques, mais pas voilà, pas une énorme fréquence de pay-per-view, hein. Juste une fréquence similaire à celle de Takeover par exemple, donc ça peut être une fois tous les 2-3 mois, et donc du coup ça nous permet de ne pas trop nous noyer dans les pay-per-view, et avec la création également de ceintures par équipe lorsque le roster sera plus conséquent. J'ai déjà en tête 2 équipes qui pourraient déjà commencer à s'intéresser à ce titre. Ce serait les Bollywood Boys qu'on a vu, et Drew Gulak et Tony Nese, qu'on a déjà vu souvent ensemble et qui pourraient former une belle équipe de heel aussi. Donc voilà, il suffirait donc d'en ajouter quelques-uns en plus, et pour avoir un mini roster par équipe, et créer des nouvelles ceintures également. Et puis voilà, rien n'empêche d'ajouter un match de championnat Cruiserweight de temps à autre durant quelques pay-per-view du main roster, pas forcément à tous les pay-per-view, mais de temps à autre également, et donc sans que les Cruiserweight soient forcément maintenant rattachés à Raw. Donc pour moi l'idée ce serait vraiment sortir les Cruiserweight de Raw, et vraiment d'en faire une division unibrand, voilà, où on pourrait on pourrait voir un match de championnat Cruiserweight dans un pay-per-view spécifique à Raw, dans un pay-per-view spécifique à SmackDown, ou dans l'un des pay-per-view du Big Four. On a déjà un show hebdomadaire qui a été lancé avec 205 Live, donc je me dis autant capitaliser là-dessus si la WWE veut vraiment miser sur cette division. Voilà pour le deuxième point. Mon troisième point, ce serait lié à plus un coup de gueule, ou en tout cas un avertissement par rapport aux storylines un peu pourraves que Made in WWE qu'on a pu avoir là depuis que les Cruiserweight ont été lancés. On l'a vu, voilà, avec ce triangle amoureux entre Noam Dar, Cedric Alexander et Alicia Fox. On le voit avec Gallagher, avec la feud entre Gallagher et Daivari. Voilà, c'est vraiment pas une super feud, c'est histoire de gentleman's duel, et encore je pense que cette feud avec Daivari reste encore supportable grâce à Gallagher, parce que je pense que si c'était pas Gallagher, on se serait vraiment emmerdé, et je me dis malheureusement que à partir du moment où la WWE fait son propre show autour des Cruiserweight, j'ai malheureusement peu d'espoir que l'on soit épargné par ce genre de storylines, comme on peut en voir très souvent dans le main roster. Et donc je pense que c'est un peu un vœu pieux que je formule, même si j'aimerais bien quand même qu'on se concentre davantage sur la lutte pure et sur le spectacle, sur les talents de cette division, plutôt que sur des triangles amoureux ou d'autres choses de ce genre. Entre parenthèses, je parlais de Jack Gallagher. C'est quelqu'un, je pense, sur qui il faudra compter en 2017. En tout cas pour moi, ce sera l'homme à suivre. Certes, il n'a pas un gabarit impressionnant, il a pas voilà, c'est pas un musclore, c'est sûr, c'est pas, voilà, c'est sûr, mais il a quand même du charisme, il a une gueule,
et il a une bonne maîtrise de sa gimmick et aussi un bon in-ring, hein. Il faut pas aussi oublier son in-ring. Donc je pense qu'il a un package intéressant et qui peut pour le coup vraiment. Je parlais de Zack Sabre Jr., hein, pour moi qui ne rentrait pas dans le moule, mais alors lui, Jack Gallagher, je pense qu'il rentre très bien dans le moule du WWE si on le book correctement et si on le jette pas à la poubelle ou au placard, il pourrait vraiment devenir quelqu'un de très intéressant et pourquoi pas dans le courant de l'année 2017 venir titiller le titre Cruiserweight. Quatrième point, ce serait, mais je pense que c'est déjà dans les tuyaux et je pense que ça va se faire, mais je formule en tout cas cette envie, ce serait de faire à nouveau un tournoi Cruiserweight classique, parce que en 2016 on s'était vraiment régalé avec tous ces talents qu'on a pu voir et pour certains découvrir. Et en plus voilà, les matchs étaient vraiment de très haut niveau. Parmi tous les matchs qu'il y a eu, il y en a même plusieurs qui étaient candidats, hein, pour être des matchs of the year, hein, sans problème. Je pense notamment à Keita Ibushi contre Cedric Alexander, qui moi m'a bouleversé. Ce match pour moi il était absolument extraordinaire, c'est l'un des plus beaux matchs que j'ai pu voir dans ma vie, et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de regarder Keita Ibushi contre Cedric Alexander. Par contre je crois qu'il vaudrait mieux pour vous, si vous voulez le voir, être abonné au network, au WWE Network, parce que j'ai essayé de regarder sur YouTube par exemple et on trouve pas le match en entier de façon nickel. Donc je pense que la seule façon, en tout cas la façon la plus simple, ce serait pour vous d'être abonné au network si vous voulez revoir ces matchs. Et je pense aussi à un autre match, c'était le match fratricide entre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano, aussi un autre match avec énormément d'émotions, notamment voilà cette fin, on voit les deux assis sur le ring, cette amitié sincère et profonde entre les deux, ça a été vraiment un super moment. Donc voilà, ce Cruiserweight classique, il faut absolument le refaire, en mettant, je pense, faisant un petit mélange d'anciens participants qui aimeraient retenter leur chance par exemple, et à la fois des nouvelles têtes, hein, bien sûr, avec peut-être à la clé pour ces participants quelques tickets dans le roster Cruiserweight, hein, ou à la NXT, enfin en tout cas que certaines de ces personnes qu'on puisse les revoir d'une façon ou d'une autre à la WWE. Ce serait, je pense, le but, hein, puisque là maintenant je ne pense pas qu'on puisse donner le titre au vainqueur, mais par contre peut-être, pourquoi pas, un match de championnat pour celui qui gagnera le tournoi. Ça, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Et voilà, je terminerai cette deuxième partie sur les Cruiserweight avec deux parenthèses liées à deux tournois dont on a parlé, hein, pour 2017. C'est d'abord le tournoi du United Kingdom Championship, hein, qui a été créé tout récemment. Là on a eu l'annonce donc des participants et de la date. Donc ça va se faire les 14 et 15 janvier sur le network, mais j'ai juste une petite on va dire un petit doute, une petite crainte. Ce serait de faire attention quand même à pas faire n'importe quoi avec ce titre, puisque ça va devenir une vraie ceinture, hein. Il y aura une ceinture au bout de ce tournoi, de ces 16 participants, pour l'un de ces 16. Donc ce UK Champion, il faudrait vraiment qu'il soit qu'on fasse pas n'importe quoi avec lui, parce que voilà, une fois que le tournoi est terminé, on en fait quoi de tout ça? Qu'est-ce qu'on ferait de ce champion qui sera désigné donc le 15 janvier? Est-ce qu'on intègre ce titre UK à la division Cruiserweight, ou est-ce qu'on l'intègre à SmackDown Live afin d'avoir un équilibre entre la division Cruiserweight Arrow et la division du coup britannique à SmackDown Live? Et puis vu que si ce titre a été créé, vu le nom qu'il porte, donc le United Kingdom Championship, c'est que forcément qu'un grand nombre des participants parmi les 16 a priori seront ajoutés à cette division
afin de se disputer le titre. Donc a priori, seuls les Britanniques pourront concourir dans cette division. Donc du coup, est-ce que des mecs comme je pense à Jack Gallagher ou à Neville, qui sont tous les deux anglais, est-ce qu'ils vont pouvoir aller chercher ce titre par exemple? Voilà une question que je me pose. Et deuxième chose, donc c'est le tournoi féminin. Il y a eu des rumeurs, hein, mais de plus en plus insistantes, et je pense que ça va se faire. C'est que un tournoi féminin est en préparation, un peu donc sur le même modèle que le tournoi Cruiserweight. Un tournoi avec des filles venant de partout, hein, de partout dans le monde, de plusieurs fédérations indie. Ça pourrait être, je pense, intéressant, et en tout cas si ça aboutit à quelques ça serait bien si ça pouvait aboutir aussi à quelques recrutements au bout, donc avec notamment des recrutements à la NXT ou dans le main roster, mais ce serait surtout intéressant pour la NXT, puisque pour faire écho à ce que je disais en tout début de vidéo, le manque de profondeur du roster féminin côté NXT, ce serait quand même beaucoup plus intéressant si on pouvait ajouter quelques filles du côté NXT, donc venant directement de ce tournoi. Voilà ce que je voulais dire pour la division Cruiserweight. A tout de suite donc pour le main roster. Voilà, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de ma vidéo consacrée au main roster. Donc bien entendu, je vais parler aussi bien de Raw que de SmackDown Live, hein, donc ça fera vraiment tout ce que je vais dire va être global, donc pour les deux branches, et ce sera en 10 points ce que je vais faire cette partie. Alors le premier point, ce serait quelque chose qui, voilà, je pense est la pensée de tous, c'est de soigner les bookings en règle générale, même si je pense que ça c'est plus le cas de Raw que le cas de SmackDown, parce que voilà, on a vu énormément de bookings vraiment foireux. Il y a eu aussi ce qui m'a beaucoup gêné, c'est que on a eu en 2016 deux des plus gros pay-per-view, deux des pay-per-view du Big Four qui se terminent vraiment de façon un peu what the fuck, hein. Je parle de SummerSlam avec Orton Lesnar, avec voilà, Orton qui se fait complètement laminer et qui finit en sang sur le sol, et Survivor Series récemment, où on a vu un Goldberg squasher Lesnar en 1 minute 30. Voilà, donc et ça m'a beaucoup gêné, et ça m'a surtout laissé penser que la WWE s'intéresse plus en fait à faire du buzz, de la com, du fric, qu'à réellement nous divertir. L'idée du coup en 2017, ce serait pour moi de remettre la lutte au centre des débats, et c'est, je pense, plus important de faire ça que de chercher à faire du buzz vraiment pour des conneries pareilles, parce que moi franchement, moi j'en ai eu marre en 2016 de finir de regarder les pay-per-view en me disant quoi au final, finalement, est-ce que c'était bien? Et ben non, en fait, à chaque fois, au final, quand je devais faire un petit bilan un peu à froid, je me suis dit à chaque fois que le pay-per-view était moyennasse, quoi. Et il y avait du bon, du moins bon, et voilà, au final ça donnait une petite moyenne, quoi. Allez, on allait un petit peu plus, un 6-7 sur 10, quoi, mais jamais une note extraordinaire, quoi. Et moi j'arrive jamais à m'enthousiasmer pour un pay-per-view, et ça me saoule, quoi. Je prends par exemple WrestleMania 32, qui était bien sûr censé être le pay-per-view de l'année 2016, mais ça m'a mis complètement KO ce pay-per-view, parce que avec les résultats qu'on a pu voir, qui étaient assez what the fuck. Enfin, je pense à Styles qui perd pour son premier WrestleMania contre Y2J. On a la League of Nations, la feu League of Nations, qui a battu la New Day. Le titre n'était pas en jeu en plus. On avait Lesnar Ambrose aussi, qui a été hyper décevant au final. On a eu un match imprévu, même plus un segment qu'un match, entre Le Rock et Eric Rowan, qui était complètement what the fuck. Et je ne parle même pas du main event qui a été vraiment qui s'est déroulé sous les sifflets du public, à cause bien sûr du booking de Roman Reigns. Autre exemple symptomatique,
C'est l'un des hommes, hein, malheureusement, mais c'est vrai, l'un des hommes de 2016, ça aura aussi été, hélas, James Ellsworth, qui a été donc intégré et même recruté, hein, dans le roster principal du côté de SmackDown Live, et au niveau booking, voilà, James Ellsworth a été carrément mêlé a été mêlé au main event, hein, aux main eventers directement, et je trouvais qu'au début, voilà, ça pouvait faire rire, ça m'a fait marrer 5 minutes, mais sur la durée, à un moment donné, voilà, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures, quoi. J'en avais vraiment ras-le-bol de James Ellsworth. Tout ce que j'avais envie, c'était de voir, tout ce que j'avais envie de voir, c'était qu'il se fasse démolir à chaque fois, et ça m'a fait chier pour AJ Styles qu'il soit mêlé à ça, quoi. Alors heureusement maintenant ça semble terminé aujourd'hui, même si maintenant voilà, il semble encore lancer dans quelque chose, hein, vers un duo improbable avec Carmella. Bon, mais bon, je préfère toujours ça à ce qu'on a eu avant avec lui, hein. Mais j'espère qu'on ne reverra pas Ellsworth se mêler au main event. Voilà, on peut toujours avoir un segment ou deux marrant avec lui, genre je pense à WrestleMania 33 qui aura lieu donc en 2017, peut-être dans un segment un peu what the fuck avec le Rock, comme on a pu avoir donc avec la Wyatt Family, mais cette fois-ci avec Ellsworth qui jouerait un peu le fanboy, qui demanderait un autographe, je sais pas, une photo, enfin un truc comme ça. Ça pourrait être un peu décalé, voilà, ça me va, mais pas plus que ça, quoi. Ou voilà, qu'il reste dans son low card, à traîner avec Carmella ou je ne sais qui, mais je ne veux plus le revoir avec AJ Styles et compagnie, quoi. Certainement pas. Autre exemple, sur les bookings, le mystère qu'il y a eu autour de l'assaillante de Nikki Bella au Survivor Series. On nous a teasé un super suspense autour de l'assaillante mystère, qui était-elle. Alors on nous a sorti Natty depuis le début, ça semblait évident, évidemment, mais c'était tellement évident que pour moi c'était impossible que ce soit elle, parce que sinon c'était complètement débile de nous sortir toute cette histoire pour ça. Et bizarrement à la fin, qu'est-ce qu'on a? Finalement la grosse tarte à la crème, puisque il s'est avéré que c'était bien Natty la coupable. Voilà, super, merci, tout ça pour ça, quoi. Autant nous dire tout de suite que c'était elle, hein, plutôt que nous faire 3 mois là-dessus, enfin 3 mois j'exagère, mais enfin nous faire une longue période là-dessus. On aurait pu vraiment passer à autre chose plutôt que de nous faire ça, quoi. Alors qu'ils auraient pu, je sais pas, nous sortir au moins une fille inattendue, une fille venue d'ailleurs, de la NXT, j'en sais rien, mais pas nous sortir Natty, quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Mais voilà, globalement, pour en finir avec ce premier point, sur les bookings, moi c'est surtout Monday Night Raw que j'attends au tournant, hein, puisque c'est vraiment eux qui merdent particulièrement au niveau des bookings, et parce que SmackDown Live, bon voilà, il y a eu Ellsworth, c'est sûr, mais globalement, hein, SmackDown Live, on peut dire qu'ils sont nettement au-dessus de Monday Night Raw, aussi bien au niveau in-ring qu'au niveau des bookings. SmackDown Live surpasse Monday Night Raw, et moi j'attends vraiment que Monday Night Raw se retrousse les manches et nous propose quelque chose de plus soigné et beaucoup plus réfléchi, et pas des bookings faits par des gamins de 3 ans. Voilà, on passe maintenant au deuxième point. Ce serait un peu lié au premier, ce serait de mieux traiter les lutteurs, de mieux les respecter, c'est-à-dire dans leur utilisation, dans leur booking. Je pense qu'en 2016 on a beaucoup vu Sami Zayn, des mecs comme Sami Zayn, comme le club, donc Carl Anderson et Luke Gallows, et Soft aussi, Enzo Amore et Big Cass, qui n'ont pas été vraiment ménagés, hein, en termes de booking. Je pourrais ajouter Neville, mais bon, là ils ont enfin rectifié le tir en fin d'année, donc avec son heel turn à Roadblock. Mais voilà, on en a vu plusieurs comme ça qui ont vraiment été mal utilisés. Sami Zayn en particulier, qui était en cruel manque de victoire. Le club qui est empêtré là maintenant avec Golden Truth, et où qu'on a pu voir plutôt en mode un peu docteur
avec les New Day, c'était complètement débile ce truc. Et maintenant on voit Soft qui est empêtré aussi avec cette storyline avec Rousseff et Jinder Mahal. Je pourrais aussi parler de Cesaro et de Bray Wyatt, hein, qui méritait vraiment d'avoir un titre depuis, alors surtout Bray Wyatt, hein, puisqu'il n'en avait encore jamais eu de titre. Cesaro il en avait déjà eu un, mais ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu de titre, et ben ils n'ont quand même pas eu l'exposition qu'ils méritaient, hein, tous les deux. Ils n'ont pas eu l'exposition qui leur aurait permis de décrocher une ceinture mondiale. Bon, mais du coup on les a cantonnés dans le roster par équipe, chacun de leur côté, hein, donc du côté de Raw et du côté de SmackDown Live. Bon, c'est bien, certes c'est bien qu'ils aient enfin eu une ceinture chacun, mais je pense qu'ils méritent beaucoup mieux que ça. Et du côté féminin, je pourrais en dire autant pour Natalya, qui a encore, je pense, beaucoup à donner, beaucoup à apporter voilà, au niveau de son expérience, malgré son âge, justement. C'est son expérience, je pense qu'elle pourrait mettre en valeur auprès des plus jeunes, et en plus, là, je la trouve vraiment très sous-exploitée, et je comprends pas pourquoi on lui a jamais au moins donné le titre, ne serait-ce que quelques temps, puisqu'elle a jamais pu l'avoir, même si elle a eu un push avec une feud avec Charlotte, mais ça n'a jamais ça ne lui a jamais permis d'avoir le titre, et c'est dommage parce qu'en plus c'est l'une des meilleures techniciennes, je pense, de la WWE, toute brand confondue. Voilà pour le deuxième point. Troisième point, c'est aussi quelque chose qui m'a un peu énervé, c'était en 2016, c'était d'arrêter un peu ces départs foireux, ces faux départs de lutteurs qu'on nous annonce. Donc je pense déjà à Eva Marie, où est-elle en ce moment, qu'est-ce qu'elle fait, alors que voilà, elle avait une suspension, hein, on le sait, pour un contrôle antidopage positif. Mais voilà, cette suspension est terminée depuis un moment maintenant, et pourtant elle avait été lancée, hein, dans le main roster, elle était lancée, elle était dans la draft, hein, elle était draftée à SmackDown, et elle nous fait, on se rappelle, elle a fait des débuts remarqués avec un thème musical très bizarre, avec cette voix off là qui lançait son thème, et toujours des faux départs, des désistements à la dernière minute, hop je me casse du ring, hop incident de fringue, et etc. Elle se barrait à chaque fois, et on n'a jamais pu la voir sur le ring. Alors vous me direz, c'est peut-être pas plus mal, mais c'est surtout le principe qui m'énerve, c'est de faire de nous faire croire que un lutteur va démarrer et qu'au final on ne le voit pas, quoi. Deuxième exemple, Kurt Hawkins, qui est aussi lui, qui est un peu le Eva Marie masculin à ce niveau-là, qui a mis 3 plombes aussi à démarrer, hein. Voilà, c'était toujours pareil, il arrivait sur le ring, il puis se cassait aussi, c'était jamais le bon moment, c'était exactement la même chose, et au final, en plus, une fois qu'il a enfin commencé à lutter, c'était pour faire quoi? Pour jobber, quoi, finalement. Tout ça pour jobber, donc j'ai pas trop vu l'intérêt de nous faire ça, vu l'utilisation qu'ils en font. Et troisième exemple, hein, j'en ai déjà parlé, quelque chose qui m'a aussi bien énervé, c'est Emalina, qui a fait l'objet de plusieurs pastilles avec des Emalina Premiering Soon, makeover, machin, mais à force, moi j'en ai plus rien à foutre, parce que j'ai trop attendu. Moi, ma patience a des limites, et à force de tirer sur la corde, ben, à un moment donné, elle casse. Et même si Emalina devait démarrer ce lundi là, pour le premier SmackDown de l'année, peut-être pour marquer le coup, mais pour moi, ce serait trop tard. Voilà, on nous l'a trop vendu et trop survendu, et maintenant, j'en attends rien, et j'ai pratiquement plus envie de la voir, quoi. C'est un peu l'effet inverse de ce c'était un peu le revers de la médaille, hein, de voir nous teaser des choses comme ça. À un moment donné, on a plus faim, quoi. Voilà. Et je pense aussi, je fais une petite parenthèse aussi sur cette année, on a eu un peu la même chose du côté de la NXT avec Dan Mata, hein, cette colosse là qu'on nous avait présenté aussi, hein, pour ses débuts, et manque de peau pour ses débuts, il se retrouve complètement en plein push de Samoa Joe, dans sa course vers le titre où il réclamait Samoa Joe, et
où il a détruit tout le monde sur son passage, et manque de peau, c'est tombé sur Dan Mata. Je n'ai toujours pas compris, je n'ai toujours pas eu l'explication, je ne sais pas pourquoi Dan Mata a été la victime notamment de Samoa Joe, et que pourquoi est-ce que ça a détruit ses débuts, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, je ne comprends pas, et surtout qu'on a plus de nouvelles de lui depuis. Donc voilà encore un autre exemple de booking foireux, avec des faux départs, si on peut dire, et des départs foireux. Donc j'espère qu'on va arrêter avec ça en 2017. Et voilà pour mon troisième point. Mon quatrième point, il est lié au brand split. Certes, le brand split c'était une bonne idée, je pense, d'avoir divisé en deux le roster, ce qui permettait d'avoir bien sûr de donner plus d'exposition aux lutteurs qui étaient justement sous-utilisés. Ça a permis de donner des ceintures des deux côtés, ceinture par équipe, ceinture féminine et ceinture de champion. On a eu des ceintures des deux côtés, donc on est revenu à un système à l'ancienne, avec mais du coup la conclusion, c'est que, enfin la conséquence de cela, c'est que on a augmenté le nombre de pay-per-view, avec des pay-per-view spécifiques à chaque brand. Et pour moi c'est l'une des choses à corriger en 2017, c'est-à-dire d'avoir beaucoup moins de pay-per-view en 2017 qu'en 2016. Parce qu'avec ce brand split, donc la fréquence des pay-per-view a considérablement augmenté, et on est arrivé à quoi, 2 pay-per-view par mois, quoi, ou un tous les 15 jours, sans compter, je compte même pas les takeovers, qui sont moins fréquents, mais quand il y en avait, vu qu'ils arrivaient toujours avant la veille d'un pay-per-view, ça devenait vraiment indigeste, ça devenait beaucoup trop. Et du coup, avec ce rythme infernal, ça oblige à construire des feuds, enfin des storylines un peu à l'emporte-pièce, du coup on n'a vraiment pas le temps de rentrer dedans, quoi, c'est clair. Et ça rejoint donc mes bookings pourris que je déplorais tout à l'heure. Mon vœu 2017, ce serait d'avoir une réduction du nombre de pay-per-view en 2017, afin de laisser vraiment du temps, surtout aux storylines, de se développer et de faire des storylines de qualité, parce que là, quand je pense aux 3-4 derniers mois de l'année, donc là où on a eu le début de la double ration, on va dire, de pay-per-view, ça devenait vraiment indigeste, et dès qu'un pay-per-view se terminait, on était déjà en train de préparer le deuxième, donc c'était le rythme était infernal. Et d'ailleurs j'ai pu lire ici ou là que normalement la WWE va chercher à réduire le nombre de pay-per-view donc en 2017, donc je pense que mon vœu devrait se réaliser. Cinquième point, il concerne Roman Reigns, et je pense que ce qu'ils sont en train de faire avec lui, en tout cas au niveau de sa position dans le mid-card, en tant que champion US, je pense qu'il est bien là, et il ne faut pas lui redonner de titre universel avant un bon moment, et je dirais même peut-être pas du tout, même en 2017, pas de titre universel en 2017, parce que il a déjà été en 2016 beaucoup de fois champion sans avoir eu de règne long, hein, mais il a récupéré le titre sans arrêt, et je pense que c'est bien maintenant de l'installer pendant un moment en tant que champion US, et que ça serait beaucoup mieux comme ça. Voilà, on peut lui donner une feud avec Braun Strowman par exemple, dont on parle beaucoup, notamment pour WrestleMania. On peut lui donner d'autres feuds, et ça serait bien. Moi, ce que j'aimerais bien aussi, ce serait qu'il change de fringue, qu'il change de musique, qu'on le repackage un petit peu, parce que c'est le seul, hein, parmi les anciens du Shield, c'est le seul à être resté un peu en Shield style par rapport aux deux autres. Et en ce qui concerne un éventuel heel turn, bon, moi j'y crois plus trop. Je pense que ça va être un peu comme John Cena, ça sera toujours un face, à mon avis. Et en revanche, je croirais plus en tout cas, ce serait non seulement un pronostic mais aussi un souhait, je crois plus en un heel turn de Dean Ambrose, qui me semblerait être une meilleure idée, parce que là il est en train de tourner en rond, et il a vraiment besoin, je pense, d'un second souffle, hein, dans sa carrière à Dean Ambrose, et en plus je pense qu'il a plus de capacité à être heel
que Roman Reigns. Voilà, Roman Reigns c'est un physique, etc. C'est the guy avec la grosse voix et tout, mais à part ça, en tant que heel, oui pourquoi pas, mais de toute façon je pense qu'on n'en prend pas le chemin. Mais en tout cas, bon, je sais que Roman Reigns là, il est prévu hein, pour jouer encore le titre universel au Royal Rumble face à Kevin Owens. J'espère fortement qu'il ne gagnera pas le titre parce que ça ferait vraiment beaucoup trop, et surtout au plus qu'il soit double champion, US et universel à la fois, la coupe serait vraiment pleine, et là je pense que les fans seraient vraiment très très en colère, et je pense que ce n'est vraiment pas la bonne idée de donner un titre universel à Reigns pour le moment. En tout cas je préfère, même pour lui, enfin pour tout le monde, je pense que ce sera la meilleure solution, c'est de le laisser à ce niveau là, au mid-card, et qui ne touche plus au titre universel en 2017. Et en 2018, on verra à ce moment-là, on fera le bilan de 2017, on aura le temps de le faire, mais pour l'instant, qui n'y touche pas. Voilà, 6e point, ce serait d'attendre encore un peu avant de donner un 16e titre à Cena. Parce que voilà, ce 6e titre, il est beaucoup attendu, le titre, donc le record de Ric Flair, hein, qui pourrait l'égaler hein, s'il détenait à nouveau ce titre. Il a un match de championnat prévu au Royal Rumble contre AJ Styles. Et j'espère en fait que Cena ne le gagnera pas. Je préfère en fait que ça attende encore un peu. Ce serait trop rapide tout de suite, surtout la façon dont il a annoncé les choses dans le dernier SmackDown Live. Le gars il arrive de blessure, enfin pas de blessure, mais il s'était absenté à cause de ses enregistrements de télé-réalité. Il est revenu là comme une fleur, et le gars il s'autoproclame challenger numéro 1 sans rien faire. Déjà ça c'est assez énervant. Alors le gars, si en plus il gagne le titre au Royal Rumble tranquillou, juste en gagnant un match, sans avoir rien fait avant, ça m'énerverait pas mal, et je pense que je serais pas le seul à être énervé. Et je pense que voilà, je ne doute pas que son 16e titre arrivera, mais je ne veux pas que ce soit tout de suite, pas dès le premier pay-per-view de l'année en tout cas. Il faut que ça se construise, il faut sentir qu'il en chie, et je voudrais pas que ça tombe tout seul du ciel, surtout que ça serait un titre symbolique hein, quand même, le titre du record, enfin pour égaler le record, c'est pas n'importe quoi, donc je veux pas qu'on lui donne ça comme ça, tout cuit dans la bouche quoi, pardon. Donc moi je préférais plutôt qu'AJ Styles, pour la suite, hein, je parle vraiment maintenant je vais un peu plus loin, je parle de WrestleMania, mais ce que j'aimerais c'est que AJ Styles donc déjà conserve son titre face à Cena au Royal Rumble, mais ce qui pourrait être pas mal, c'est que à l'Elimination Chamber, donc on sait que maintenant ce pay-per-view va faire son retour et sera spécifique à SmackDown. Moi ce qui pourrait être pas mal, c'est que Undertaker fasse son retour à l'Elimination Chamber et remporte le titre, donc participe au match de championnat à l'Elimination Chamber et remporte le titre. Donc du coup Styles perdrait son titre, et en plus avec l'Elimination Chamber on peut jouer sur la protection de Taker par rapport à sa santé. Je me dis que ça peut être pas mal de le faire participer par exemple en dernière position, donc dans sa cellule, c'est-à-dire que ce soit la dernière cellule à s'ouvrir, et que en ce moment là il ait le moins d'efforts à faire toujours pour préserver sa santé, et qu'on lui donne un petit run de champion, mais pas voilà symbolique, mais pas très très long hein, mais c'est juste un peu pour peut-être pour le saluer, et peut-être une dernière fois, parce que je vais vous le dire juste après, mais pour moi il faudrait que 2017 soit vraiment l'année, la dernière année de Taker en tant que lutteur, et que sa carrière s'arrête là en 2017. Et ce qui pourrait être intelligent aussi à faire, c'est que Taker donc prenne le titre à l'Elimination Chamber, mais que AJ Styles soit éliminé avant que Taker soit entré dans le match, avant que sa cellule ne s'ouvre, ce qui permettrait du coup de n'avoir toujours pas de confrontation entre Taker et Styles physique, et du coup de réserver un peu ce suspense, réserver tout ça pour WrestleMania dans un rematch. Donc là ce que j'aimerais voir, ce serait que Styles affronte l'Undertaker à WrestleMania, et à ce moment là
que AJ Styles récupère le titre à WrestleMania, et ça me semble plus intéressant de faire ça, puisque ça permettrait à l'Undertaker d'avoir un peu plus de crédit, en tout cas de crédibilité, en perdant à WrestleMania contre AJ Styles que lorsqu'il avait perdu contre Lesnar, parce que je pense que ça permettrait aussi de faire passer, entre, si c'est encore possible, de faire passer un peu mieux la pilule de la fin de la streak, hein, par Lesnar aux yeux des fans. Voilà, il n'avait pas digéré ça, et je pense que si on peut avoir un Taker qui perd face à Styles, donc qui perd son titre face à Styles, ça redonnerait un petit peu plus de crédit à l'Undertaker, et si on peut faire en plus un match ultime là-dessus, Taker perd son titre dans son dernier match, et il a une dernière ovation, et voilà, perdre contre Styles, faire son dernier match contre lui, ça a de la gueule. En plus, voilà, arrêter sa carrière face à Styles, ça aurait vraiment de la gueule. Le mec plaît à tout le monde, les fans comme la direction de la WWE l'adore. C'est la meilleure recrue pour moi, en tout cas je pense que pour beaucoup de monde c'est la meilleure recrue de 2016, donc franchement quoi de mieux que de lui offrir Taker à Mania, ce serait vraiment un beau cadeau, et donc du coup peut-être le match de la retraite pour Taker. Enfin voilà ce que j'aimerais voir en 2017. Et ensuite voilà, Styles récupère le titre, et John Cena à ce moment-là peut-être pourrait essayer de récupérer le titre, peut-être aux alentours de SummerSlam par exemple, donc autour de cet été, ce qui serait déjà un peu mieux au niveau du timing, parce que comme je vous disais, qui récupère le titre dès le mois de janvier, ça me ferait chier. Moins voilà, qu'on laisse un petit peu en chier un peu pour récupérer ce titre, et si ça peut se faire éventuellement à SummerSlam, ça ferait déjà un long run de champion pour Styles, donc ça serait tout à fait convenable. Donc voilà, moi je serais plutôt favorable à ce genre de booking, donc pour John Cena, et puis plus généralement pour Taker et Styles, hein, puisqu'on parle beaucoup de ce trio pour 2017. Septième point déjà, c'est sur les retours marquants, les retours qu'on pourrait avoir en 2017. On sait déjà que Mickie James va arriver, elle est en train de passer des tests médicaux, a priori elle va arriver du côté de SmackDown Live, donc peut-être avec une feud peut-être avec Alexa Bliss à venir, on verra ce que ça va donner. Peut-être que Becky Lynch du coup elle partirait du côté de Raw, on parle aussi de Sasha Banks, on verra du côté de SmackDown, on verra ce que ça donne. Au niveau des autres arrivés, on parle aussi en ce moment de Kurt Angle, qui apparemment a fait des petits appels de pied. Shelton Benjamin, on sait qu'il doit arriver, mais malheureusement quand il est arrivé, enfin en tout cas quand on a annoncé qu'on a fait des vignettes sur lui il y a quelques mois, à ce moment là il s'est blessé assez gravement, donc on va attendre son retour de blessure. Je pense que ça va être un grand moment aussi. Retour de blessure pour Finn Balor bien entendu, mais a priori moi je le fais été favori dans les favoris du Royal Rumble, mais a priori ça va être très compliqué, puisque Balor lui-même dit que il essaiera surtout d'être de retour pour WrestleMania, donc je pense qu'il ne faudra pas compter sur un retour de Finn Balor pour le Royal Rumble, ce qui fait que du coup par rapport à mes pronostics, si c'est pas l'Undertaker, je verrais bien moi Chris Jericho comme favori du prochain Royal Rumble. Voilà ce qui pour moi est mon pronostic. Et donc en dehors aussi de Finn Balor, donc on a vu donc Goldberg aussi qui a fait son retour, et qui est annoncé pour faire plusieurs apparitions en 2017, il va en faire quelques-unes, donc peut-être on sait qu'il va on va dire à 99% affronter Goldberg à WrestleMania. On sait déjà qu'il va participer au Royal Rumble, tout comme Lesnar, donc a priori il va se passer quelque chose entre les deux au Rumble. L'un à mon avis va provoquer l'élimination de l'autre, et ça va intensifier la rivalité, et on aura un Goldberg-Lesnar numéro 3 à WrestleMania, qui je l'espère sera d'une meilleure qualité que les deux premiers qu'on avait pu voir, parce que là c'était vraiment deux matchs pourris, même surtout le dernier, on a dit quasiment rien passé, donc voilà. Et on a même entendu parler de Hulk Hogan, puisque Hulk Hogan qui avait été viré
effacer des tablettes de la WWE suite à ses propos racistes, hein. Enfin, ils ont été chercher ses propos de très loin, et il avait été viré. Et on voit qu'apparemment il commencerait à revenir un petit peu dans les petits papiers de la WWE, et que de l'eau, voilà, aurait coulé sous les ponts. Même quand House Show, on a vu Curtis Axel apparemment qui est revenu avec sous la gimmick de Axelmania. Donc peut-être que Hulk Hogan pourrait faire un petit coucou, peut-être au Royal Rumble ou à WrestleMania, je ne sais pas. Alors pas forcément en tant que lutteur, hein, parce que bon, il a quand même un certain âge, mais au moins qu'on puisse voir sa tête apparaître d'une façon ou d'une autre. Voilà pour les retours. Voilà, il y en aura sûrement, hein, je pense qu'il va y en avoir d'autres que je n'ai pas cités, mais je n'attends que ça. Moi j'aime bien quand il y a des retours surprises, des choses, des noms qu'on n'a pas forcément eu en tête, et quand la WWE arrive à nous surprendre, moi je ne demande que ça, parce qu'on est vraiment dans une ère maintenant où tout se sait assez vite, hein. Il y a la communauté internet maintenant qui est à l'affût de tout. On a pu le voir même quand on a entendu la promo de John Cena dans le dernier SmackDown, et qu'à un moment donné John Cena a dit alors qu'est-ce que je fais là, le public a tout de suite scandé le nom de l'Undertaker. Donc on sait que voilà, le public s'informe, il sait, bien sûr, il est au courant de toutes les rumeurs, et évidemment on voit la puissance maintenant d'internet, la puissance des réseaux sociaux, des forums, et c'est très difficile maintenant, je pense, pour la WWE de préserver un secret, ou de surprendre son public. Donc s'ils pouvaient le faire, ce serait bien. Alors pas forcément avec des bookings du genre squash Goldberg-Lesnar, mais au moins nous proposer des retours surprises, ou des scénarios un peu nouveaux, qui ont des choses un peu nouvelles. Voilà, ça aussi c'est des choses que j'attends en 2017. C'est un peu un point bonus là que je suis en train d'ajouter, mais moi c'est ça aussi, c'est un peu le rêve aussi, le catch, le WWE, c'est un peu un côté rêve aussi. Moi j'ai envie de rêver un peu, de marquer comme un gosse. Voilà, bon, moi je veux voir des choses qui vont me faire me lever de mon siège, quoi, qui vont me faire crier. Voilà ce que j'attends, donc aussi pour 2017. 8e point maintenant, les nouvelles recrues. Donc j'ai parlé des retours qu'il pourrait y avoir. Là maintenant je vais parler des nouveaux, donc des nouvelles recrues directement, donc qui seraient dans le main roster pour la première fois. Donc j'avais cité de la NXT, j'avais parlé de Samoa Joe, j'avais parlé de mon chouchou bien sûr, Tye Dillinger, et j'avais parlé au niveau des équipes de Revival. Donc ces trois noms me paraîtraient logiques. Alors concernant mon chouchou, Tye Dillinger, j'ai vu énormément de monde, hein, ça fait quand même un moment, ça fait à peu près un an qu'on parle de ça, mais il y a beaucoup de monde qui dit qui rêverait de voir Tye Dillinger arriver comme numéro 10 au Royal Rumble. Voilà, bah, évidemment c'est une idée qui est, je trouve, géniale, qui était pourtant simple, mais il fallait y penser, mais je trouve que c'est une super idée. Mais pour moi je n'y crois pas, même si c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. C'est d'abord parce que c'est trop évident, puisque maintenant tout le monde en parle, donc du coup ça serait un peu une tarte à la crème, même si maintenant au niveau tarte à la crème on en a déjà eu, mais bon, moi je trouverais ça trop facile maintenant que tout le monde en a parlé, et puis du coup ça briserait toute surprise. Je pense d'ailleurs que quand on va au Royal Rumble, vous pouvez vous attendre, hein, lorsque le 10e participant va arriver, je peux vous dire que je peux vous mettre ma main à couper que le public va scander les 10 des 10 juste avant. Ça c'est sûr et certain. Et à mon avis, moi j'aimerais bien, mais à mon avis, Tye Dillinger ne sera pas le numéro 10 du Royal Rumble. Et j'ai un autre argument, c'est que tout simplement le kayfabe, parce que le kayfabe du Royal Rumble depuis toujours, ça a été de nous faire croire que les lutteurs tiraient leur numéro au sort. Donc on a souvent vu des segments avec cette grande roue là, un peu comme au loto, avec cette petite bille là qui tirait au sort. Et le kayfabe a toujours montré ça.
que les lutteurs tiraient au sort leur place. Donc pour moi, si Tai entre en numéro 10, pour moi ce serait comme mettre à mal le kayfabe, hein, puisque du coup faire rentrer Tai en 10, ça ferait tout de suite ça laisserait tout de suite croire que le tirage du coup est truqué, et du coup ça briserait un peu le kayfabe. Donc rien que pour ça, je n'y crois pas, même si bien sûr ça reste un rêve, mais je pense qu'il faudrait le faire rentrer d'une autre façon, mais peut-être pas de cette façon. Mais il pourrait rentrer au Rumble, hein, ça je dis pas le contraire, mais en tant que numéro 10 ça me paraîtrait un peu trop facile. On verra bien en tout cas. Asuka aussi, alors Asuka, en ce qui concerne Asuka, pour elle, moi j'attendrai encore quelques mois. De la même façon pour Nakamura, parce que ces deux-là, ils sont donc les deux champions actuels de la NXT, mais je pense que ce n'est pas le moment. J'en ai déjà parlé un peu pour Asuka à cause du roster féminin de la NXT. Je pense qu'il faudrait mieux même attendre 2018, parce que c'est pas, c'est comme je l'avais dit aussi pour la NXT. Il faut surtout pas lâcher Asuka comme ça. Ça a été un peu je pense que ça a été un peu l'erreur d'avoir fait ce qu'ils ont fait avec Bayley. Je pense que moi j'aurais conservé Bayley encore un petit peu, quitte à feuder encore un peu plus longtemps avec Asuka, faire un match de plus, mais moi j'aurais pas lâché Bayley comme ça, parce que maintenant on se retrouve avec un gros désert, et donc je croise les doigts pour que Asuka ne rejoigne pas leur main roster en 2017. Ce serait pour moi une grosse erreur. Nakamura pareil, même chose d'ailleurs pour Bobby Roode aussi, puisque là je pense qu'on va être lancé maintenant sur une longue rivalité entre Nakamura et Roode. J'espère pas trop longue non plus, hein, puisque voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, moi les longues rivalités et c'est à un moment donné, et les matchs, 4-5 matchs d'affilée, j'en ai un peu marre, mais au moins voilà, je pense que Roode Nakamura ça pourrait occuper au moins 2-3 mois facile, mais du coup voir les deux, enfin au moins l'un des deux dans le main roster, j'y crois pas trop non plus. Par contre pour des débuts en dehors de NXT, je pense à Chris Hero, qui serait, parce que j'ai lu qu'il serait dans les parages lors du Royal Rumble, puisqu'il a un match indie prévu à San Antonio aussi, donc le même week-end que le Royal Rumble. Donc je me dis pourquoi pas Chris Hero, qui pourrait être un peu le AJ Styles de cette année. Donc ce serait une grosse surprise, et ce serait un peu du même niveau, même s'il n'a peut-être pas la même aura, la même notoriété qu'un AJ Styles. Ça pourrait aussi avoir de la gueule de voir Chris Hero arriver directement au Royal Rumble. Peut-être pas dans le main roster, mais peut-être que ce serait juste pour dire qu'il va arriver à l'NXT. Mais au moins, voilà, le voir arriver, ça pourrait être intéressant. Après, voilà, j'ai un autre rêve, mais là, je pense qu'on arrive c'est plus du domaine du fantasme qu'autre chose. Ce serait que la WWE en 2017 puisse accrocher au moins une recrue qui viendrait de la Lucha Underground, puisque c'est aussi une fédération que je suis depuis le début et que j'adore. Voilà, j'en ai plusieurs en tête, comme Cage, comme Ricochet, bien sûr, Prince Puma, Ricochet, qui est vraiment un énorme talent, Pentagon Junior, qu'on ne présente plus aussi, qui est un super talent, Johnny Mundo, l'ex de John Morrison, qui pourrait aussi faire un retour, ça pourrait être intéressant aussi, The Mac et Killshot. Voilà, des noms qui me viennent là à l'esprit, de lutteurs que j'apprécie beaucoup et que j'aimerais voir à la WWE, mais là pour le coup je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. J'aimerais bien aussi Angelico, mais pour ceux qui suivent la Lucha Underground, on a vu qu'il s'était blessé là, et ça fait quand même 2 fois qu'il se blesse, donc sa santé un peu fragile, à mon avis il va le pénaliser, hein. Pourtant j'avais lu une info il y a quelques mois qui disait que la WWE s'intéressait à Angelico, mais quand on voit sa santé fragile, je suis pas sûr que finalement il ait une chance de monter à la WWE. 9e point maintenant, c'est la draft. Donc j'espère qu'on en a déjà vu donc une en l'été dernier. Donc j'espère qu'il y en aura plusieurs
au moins, en tout cas, pas qu'une seule, mais au moins deux, je dirais. Il y en a une qu'on annonce déjà en avril, plutôt qu'en mai-juin. Donc une qui arriverait peut-être plus tôt que prévu, donc peut-être juste après WrestleMania. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça permet de rebattre les cartes et surtout de créer de nouvelles rivalités. Donc ça de toute façon la draft, on sait que ça va arriver, puisque à partir du moment où on a un brand split, forcément on va avoir de la draft. Ça va être le grand retour des drafts, comme on a pu avoir il y a quelques années. Et ça permet donc oui, effectivement de créer de nouvelles rivalités. Donc je sais pas, je dis par exemple, voilà, on parle beaucoup de Sasha Banks là depuis quelques jours du côté de SmackDown. Elle l'a un petit peu teasé aussi sur Twitter en répondant à la question d'un fan. Elle parlait qu'elle aimerait bien quelque chose de bleu, enfin quelque chose dans le genre, something in blue, un truc comme ça. Donc on a l'impression qu'elle nous tease une arrivée à SmackDown. Après voilà, faut se méfier des rumeurs, hein, bien sûr, et de ce que les lutteurs nous disent sur Twitter, hein, ça peut toujours être un peu du troll, mais c'est bien d'avoir des nouveaux duos, des nouveaux duels, des nouvelles feuds. Je sais pas, par exemple si AJ Styles passait à Raw par exemple, voilà, imaginez un Styles, je sais pas, contre Seth Rollins, un Styles contre Kevin Owens, voilà, on aurait un Styles contre Sami Zayn, enfin, il pourrait y avoir des super matchs. Et de la même façon, voilà, on peut aussi faire inverser, puisqu'il y aura aussi l'inverse, des gens de Raw qui passeraient du côté de SmackDown. Donc si on ajoute un Samoa Joe par exemple, avoir un Samoa Joe contre John Cena par exemple, contre Dean Ambrose, enfin il peut y avoir pas mal de combats intéressants. Pareil, je sais pas, Sami Zayn s'y passait aussi de l'autre côté, du côté de SmackDown, on peut avoir un Sami Zayn contre le Miz à nouveau, tiens, qu'on avait pu avoir d'ailleurs une fois, mais on pourrait avoir à nouveau ce combat, on pourrait avoir un Sami Zayn contre Baron Corbin, voilà, il y a beaucoup de choses possibles, ça élargirait les combinaisons, et moi j'aimerais bien voir ça arriver aussi en 2017 pour redonner un peu de fraîcheur et redonner un second souffle aussi au main roster. Et enfin, le dernier point, le 10e et dernier point que j'aimerais soulever, c'est le titre intercontinental. Je souhaiterais qu'en 2017, le titre intercontinental continue d'être important et qu'il continue de briller, parce qu'on a vu en 2016 que le Miz a redonné au titre intercontinental ses lettres de noblesse, et que ça a été vraiment l'un des rares points positifs qu'on peut soulever en 2016 à la WWE. Ça a été quand même l'une des mine de rien, l'une des grandes figures de la WWE en 2016, le Miz, hein. Il est vraiment revenu de ses cendres, hein, en quelque sorte, hein, le Miz, hein. Ça a été une vraie renaissance pour lui cette année 2016. Et alors même si il y a toutes les chances pour que le Miz perde son titre en 2017, hein, parce que ça fait quand même maintenant un bon moment qu'il est champion, même si voilà, il y a un petit intermède où il a perdu son titre face à Ziggler, mais il l'a vite récupéré. Mais sinon, à part ça, voilà, ça fait un moment qu'il est sur ce run et sur ce push, et il a vraiment remis en lumière ce titre. Il a été un très très bon heel, il a vraiment fait un super boulot. Le retour de Maryse aussi a fait du bien à sa carrière, et en plus vu que c'est sa vraie femme dans la vraie vie, c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus naturel, hein, de les voir ensemble. Ça n'a pas été un couple en carton construit de toutes pièces, hein, comme le fait de temps en temps la WWE. Donc ça a aussi donné beaucoup de crédibilité à ce couple, et ce côté un peu voilà Hollywood star hyper prétentieux et égocentrique, hein, il le fait à la perfection, et j'espère que quand il perdra son titre, il faudra pas que son successeur se loupe, et que le futur champion soit vraiment digne de représenter ce titre, et de prolonger le travail, hein, le bon travail qui a été effectué par le Miz, qui, je le répète, a vraiment été l'une des grandes figures de la WWE en 2016. Ça paraît étonnant de dire ça maintenant, enfin ça paraît étonnant de le dire. Ça aurait été, on n'aurait pas cru qu'on aurait pu dire ça, on va dire il y a encore un an, mais pourtant c'était la vérité, et ça a été vraiment c'est vraiment l'un des meilleurs heels
que la WWE connaisse en ce moment. Donc je voulais saluer son passage, même si, alors j'en avais parlé dernièrement dans mes vidéos, mais visiblement j'ai l'impression que la rivalité perpétuelle là qu'il était en train dans laquelle il était actuellement avec Daniel Bryan se soit quelque peu arrêté là, et qu'on est plutôt parti maintenant vers une feud avec Dean Ambrose. Je ne sais pas pourquoi, et j'ai toujours aussi un petit mystère là-dessus. Donc je ne sais pas si Daniel Bryan était peut-être prévu à la base pour un dernier match à WrestleMania contre le Miz, et que peut-être au niveau médical il y a eu un dernier test qui s'est avéré négatif, et du coup peut-être qu'ils ont dû tout annuler et réorienter le truc vers autre chose, et que peut-être du coup on est parti vers Miz Ambrose tout à coup, parce que j'ai été un peu surpris par la réorientation soudaine des choses, alors que le Miz était en train depuis des semaines de se moquer, de singer même Daniel Bryan sur le ring, et maintenant il ne fait plus du tout allusion à Bryan, et maintenant ce n'est que Ambrose et le Miz, on n'est plus que entre les deux, et puis avec les femmes respectives des deux. Et maintenant Renee Young et le Maryse, enfin les femmes, en tout cas il n'est pas marié Dean Ambrose, mais pour Maryse oui, mais en tout cas avec les copines ou les femmes respectives, on est sur un 2 versus 2, alors je sais pas si ça va déboucher sur un combat à 2, hein, à 4 pardon, mais Renee Young, voilà, niveau catch c'est 0, donc on verra bien, mais en tout cas malheureusement Daniel Bryan, je pense que ce sera terminé pour sa carrière, hein, faut arrêter de rêver, à moins qu'il nous ressorte une énorme surprise et que le Miz sorte gagnant de la feud avec Ambrose, et que Daniel Bryan ressorte du chapeau, mais je n'y crois vraiment pas du tout. Voilà, donc ce que je pouvais dire en ce qui concerne le main roster et mes souhaits pour 2017. Voilà ce qu'on pouvait dire sur mes vœux pour 2017. Je suis désolé, la vidéo a un petit peu été longue, hein, je suis bavard, j'avais beaucoup de choses à dire. Elle a excédé 1h20, donc j'espère quand même que vous allez écouter l'intégralité de la vidéo, enfin, si vous avez le temps. J'espère, ça me ferait plaisir, et que vous pourrez démarrer l'année avec plein de nouvelles idées en tête, et peut-être que des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, ou alors peut-être que des choses auxquelles vous aviez pensé vous, mais que moi je n'aurais pas évoqué, bien sûr, ça peut se compléter. En tout cas, voilà, tout ce qu'il me reste à vous souhaiter, c'est une excellente année 2017. Là, on approche maintenant du but. Il reste quelques heures avant le changement d'année. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, et surtout une superbe année catchesque avec plein de surprises, et voilà, que vous preniez vraiment un kiff total à regarder du catch, la WWE et bien sûr aussi d'autres fédérations. Voilà, je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo, je ne sais pas quand, parce que maintenant je vais reprendre le travail. Donc à mon avis maintenant ce sera plutôt ça sera plus espacé, mais plutôt à mon avis des vidéos pronostics et débriefs de pay-per-view. À mon avis, je vais plutôt me limiter à ça quand je ne serai pas en congé. Voilà, parce que ça prend du temps sinon, et c'est difficile de consacrer du temps à ça. Voilà, donc on verra bien. Je pense que ce sera donc pour le Royal Rumble la prochaine vidéo. Voilà, je vous dis en tout cas à très bientôt. Portez-vous bien, très bonne année, et bien sûr, vive le catch! Ciao!